Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des réseaux sociaux et des 6 biais qui nous rendent accros à ceux-ci. Vous qui regardez cette vidéo, combien de temps pensez-vous avoir utilisé votre téléphone aujourd'hui? Avez-vous juste envoyé quelques messages et jeté un coup d'œil aux informations quotidiennes? Peut-être êtes-vous resté sur internet et les réseaux sociaux plus longtemps que prévu? En fait, il est là du matin au soir. À peine levé, vous l'attrapez pour regarder vos dernières notifications. Le soir, après avoir fait quelques parties de votre jeu préféré, vous le posez près de votre lit juste avant de vous endormir. Jusqu'au lendemain matin, où tout recommence comme une boucle sans fin. Nous passons en moyenne 3h30 par jour sur notre téléphone portable, en témoigne une enquête réalisée en 2021. Il a suffi de 15 ans à peine pour que cet appareil devienne notre meilleur ami, ou, selon le point de vue de certains sociologues, une prothèse dont on ne peut presque plus se défaire. Effectivement, il y a clairement un malaise. Il suffit de voir le succès des programmes de désintoxication numérique qui sont devenus un phénomène à la mode. Certaines personnes choisissent volontairement et consciemment de ne pas utiliser de téléphone portable ou toute autre machine connectée à Internet pendant un temps donné. Nous serions de plus en plus nombreux à nous plaindre de troubles de la concentration, jusqu'à éprouver une sorte de malaise à force de suivre les réseaux sociaux. En 2015, Edson Tandok et ses collègues ont montré que chez les jeunes, l'utilisation intensive de Facebook était associée à davantage de symptômes dépressifs, notamment parce que les vies merveilleuses exposées par leurs amis ou même par des inconnus leur faisaient envie. Ceci nous dit, de nombreux utilisateurs des médias sociaux se plaignent du flux incessant d'informations et de mises à jour, mais ils ne veulent surtout jamais rien manquer et postent assidûment. Amélie Gessler nous dit que tout récemment, les procureurs généraux de 44 États d'Amérique ont écrit au fondateur du groupe Facebook, Mark Zuckerberg, pour lui communiquer le résultat de plusieurs recherches mettant en lumière un lien entre l'utilisation d'Instagram et une hausse de la détresse psychologique et des comportements suicidaires au sein de la jeunesse. En cause, l'effet toxique d'une comparaison permanente avec les jeunes du même âge se traduisent par des troubles du comportement alimentaire et des actes d'harcèlement en ligne. Pourquoi continuons-nous alors à passer autant de temps à faire des photos, à faire des choses souvent inutiles, voire un brin dangereuses pour notre smartphone? Gessler nous dit que s'agissant de la question de l'addiction, son existence reste à ce jour discutée dans les milieux de la psychiatrie. Mais récemment, la dépendance aux jeux vidéo en ligne a été incluse dans l'annexe soumise à la recherche du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les experts considèrent donc que les recherches sont encore insuffisantes pour définir la dépendance aux jeux vidéo sur Internet comme un véritable trouble, mais qu'il fait partie des pathologies nécessitant d'autres études scientifiques. Alors, même s'il ne faut pas déclarer hâtivement qu'une utilisation quotidienne de plusieurs heures de téléphone portable est pathologique, mieux vaut garder un œil vigilant. Nous ne sommes pas tous égaux devant ce risque. En 2019, Bernd Lankman a découvert que certains traits de caractère rendent les gens plus sensibles à l'utilisation excessive des smartphones. C'est le cas des personnes possédant un faible degré de conscienciosité, le fait d'être méticuleux, organisé et ponctuel, ainsi qu'une médiocre estime de soi. Elles agissent souvent par impulsion, résistent difficilement au plaisir immédiat, ou qui sont peu coopératives, confiantes et compatissantes. On s'aperçoit qu'elles passent en moyenne plus de temps sur les médias sociaux que les autres. Et puis, il y a des différences liées au genre, les femmes utilisant davantage leur téléphone portable pour discuter, tandis que les hommes préfèrent les jeux vidéo. Que l'être humain a une certaine vulnérabilité au comportement addictif, c'est un fait. Mais raison de plus pour ne pas encourager ces penchants. Sauf qu'aujourd'hui, certaines fonctionnalités des applications, jeux vidéo, réseaux sociaux, plateformes de discussion contribuent clairement au comportement problématique, voire addictif des utilisateurs. Professeur de psychologie, Christian Montag de l'université de l'Ulm étudie ainsi l'attrait et les effets psychologiques des médias numériques. Celui-ci dit que pour prolonger votre présence en ligne, les entreprises de médias sociaux ont intérêt à créer des outils immersifs dans lesquels vous vous plongerez directement. Et plus on passe de temps sur une application, et plus on en dit sur soi-même, plus on livre des données personnelles, ce que recherchent ces plateformes et dont elles tirent évidemment profit. Alors, quels sont les pièges à connaître pour ne pas tomber dans une relation non maîtrisée avec son smartphone? Une étude qui a été réalisée en 2019 révèle 6 astuces typiques de conception des applications issues du courant psychologique de comportementalisme et qui prolongent nos temps en ligne pour nous rendre potentiellement dépendants. C'est Amélie Gessler qui nous les fournit, et les voici. En premier, nous retrouvons l'effet de flow, c'est-à-dire l'attirance pour le défilement et le streaming. Qu'ont en commun les fils d'actualité de Facebook, Twitter et TikTok, avec la lecture automatique de la prochaine vidéo sur Netflix et YouTube? Eh bien, tous utilisent l'état de flow. Chacun a probablement connu cet état à un moment de sa vie, que ce soit au travail ou dans des activités quotidiennes. Il s'agit d'une sensation de bien-être et de plénitude qui surgit lorsqu'on est complètement absorbé par une activité. Cela peut se produire en cuisinant, si vous êtes très appliqué à la réalisation des gestes au point d'oublier ce qui vous entoure, en lisant un roman captivant ou en réalisant une belle peinture.
Conséquence, le temps passé en état de flow semble en général beaucoup plus court qu'il ne l'est en réalité, et les heures défilent alors beaucoup trop vite. Sauf que de nombreuses applications, messageries et réseaux sociaux provoquent justement de tels états de flow. Les fils d'actualité présentent des informations, des photos, des vidéos, des publicités sans fin, qui attirent notre œil, font promener nos doigts sur l'écran, sans faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Vous faites défiler et défiler encore le menu, mais vous n'arrivez jamais au bout. De sorte que vous plongez dans du contenu souvent inutile, et passez d'une vidéo à une autre sans rien retenir, et sans vous rendre compte que le temps passe beaucoup trop vite. Plusieurs études ont bel et bien confirmé l'existence de cet effet. C'est Pei Wenro et ses collègues qui ont montré que la perception du temps des joueurs en ligne est parfois fortement déformée. Les psychologues des médias ont demandé à 64 enfants et jeunes adultes âgés de 9 à 20 ans de jouer pendant une durée déterminée. Puis chaque participant devait estimer son temps de jeu. Des différences sont apparues entre les joueurs expérimentés et les novices. Pour les premiers, le temps passait subjectivement plus vite et pour les seconds plus lentement. Peut-être pense-t-on parce que les débutants devaient faire preuve de plus de concentration et d'effort pour jouer. D'où un enseignement important, plus une personne est familière du système connecté qu'elle utilise, plus il lui est facile de se mettre dans le bain et plus le temps passe vite. En 2015, Montag et ses collègues confirment cet effet en interrogeant des volontaires sur leur utilisation du smartphone et en mesurant parallèlement leur temps d'utilisation par le biais d'une application. Ils observent en effet que les sujets sous-estiment d'un facteur 3 le nombre d'appels téléphoniques ou de messages passés à leurs amis. Dans ce contexte, le cerveau semble avoir un gros problème à apprécier avec justesse le temps passé sur son smartphone ou en ligne, et l'état de flow en est probablement une cause. Le deuxième biais est l'effet de possession. Autre avantage des smartphones, il suffit de quelques instants pour télécharger une nouvelle application ou un nouveau jeu. Une fois ce geste réalisé, un autre facteur nous pousse à rester en ligne, l'effet de possession. Son nom dit ce qu'il est, à savoir que dès que l'on s'approprie une chose, cette chose acquiert plus de valeur. On s'y attache émotionnellement et l'on y investit du temps et de l'argent. Les jeux en ligne tirent parti de ce biais. En ne faisant pas payer l'application au départ et en favorisant une progression initiale rapide, ils permettent à l'utilisateur de s'approprier le jeu. Puis, il faut souvent payer si l'on veut continuer et accéder au niveau suivant. Alors, le joueur, déjà bien attaché émotionnellement à sa nouvelle application, n'hésite pas à mettre la main au portefeuille. Et puis, quand on possède une chose, on la voit plus souvent et on finit par l'aimer. Cet effet est aussi connu sous le nom d'effet de simple exposition, qui veut qu'un stimulus initialement perçu comme peu ou modérément attrayant, et il peut s'agir d'un produit, d'une personne ou d'un lieu, le devient de plus en plus à mesure qu'on y est exposé. Les psychologues dans le domaine de la publicité le savent très bien. Plus on voit une affiche ou une publicité à la télévision, plus on est susceptible d'en apprécier le contenu. Pareil pour une application, quand on la voit plusieurs fois par jour, on apprécie de plus en plus sa plateforme et son contenu. On y passe plus de temps, ce qui renforce l'effet. Le troisième biais est celui de la pression sociale. Cette troisième astuce est utilisée par les professionnels des médias sociaux pour vous maintenir connecté. La pression sociale, tout simplement. En effet, dès que vous envoyez un message sur WhatsApp, un sigle apparaît, message envoyé. Peu après, il se transforme en un deuxième pictogramme, message lu. Les minutes passent et vous ne cessez de regarder votre message. Pourquoi le destinataire ne répond-il pas? Selon Montag et ses collègues, ces deux petits sigles utilisés par de nombreux systèmes de messagerie nous incitent à répondre le plus rapidement possible. Dès que je lis le message de l'autre personne, il est clair que cette dernière sait que je l'ai vu, et une réponse tardive est parfois mal accueillie, voire exige une explication. Le plaisir de parler avec la personne se trouve alors altéré. Ainsi, en 2017, Nicole Blast et Sarah Diefenbach ont interrogé 135 utilisateurs de WhatsApp et ont montré que ceux qui vérifient souvent si leur message envoyé avait été lu présentaient en moyenne des symptômes de stress et d'anxiété plus importants que les autres, ce qui touche plus particulièrement les personnes chez qui l'appartenance à un groupe conditionne l'équilibre psychique. C'est ce qu'ont montré en 2015 Lisa Mariamé et ses collègues. Ils ont interrogé des volontaires sur leur sociabilité et leur peur de l'exclusion, puis les ont invités à se mettre dans ces situations où leur partenaire de chat ne leur répondait pas, alors même qu'ils avaient vu le message. Résultat, plus une personne a un fort besoin de se sentir appartenir à un groupe, plus elle attend une réponse et se sent tourmentée si elle n'en reçoit pas. Pour les plateformes de messagerie et de réseaux sociaux, cette angoisse signifie du temps de connexion en plus. Le va-et-vient incessant des vérifications d'envoi et de lecture colle littéralement l'utilisateur à son téléphone, et c'est finalement ce qui est recherché. Le quatrième biais est le flux et les publicités personnalisées. Ceci augmente le temps que l'on passe sur les applications, car ce sont en général des données qui nous intéressent. En effet, les informations, bannières, photos ou vidéos sur le web varient beaucoup d'un utilisateur à l'autre, car elles s'adaptent à nos propres centres d'intérêt, par exemple en nous proposant de plus en plus souvent des données sur lesquelles nous avons déjà cliqué auparavant. En effet, quelle que soit la plateforme en ligne, les minutes d'information intégrées reposent sur nos habitudes d'utilisation antérieures. Pour ce faire, les entreprises numériques analysent très précisément le temps que nous passons sur le web.
ce sur quoi nous cliquons et ce que nous aimons. Leur algorithme produit alors des bulles de filtrage ou chambres d'écho qui regroupent tout ce qui correspond, de plus ou moins près, à nos clics antérieurs. Les offres et les avis qui s'en écartent n'apparaissent pratiquement jamais sur nos murs, car ils nous agaceraient et nous amèneraient à fermer prématurément l'application ou le site web. C'est une faiblesse clairement humaine. Nous passons plus de temps sur des contenus en ligne qui correspondent à nos propres opinions que sur des informations qui ne nous plaisent pas. En 2019, c'est Daniel Sud et ses collègues de l'Université de l'Ohio qui ont interrogé plus de 100 étudiants sur leur opinion politique à l'égard d'un large éventail de sujets controversés, comme l'avortement ou la peine de mort. Puis ils leur ont proposé de lire des titres d'articles en ligne qui véhiculaient des jugements soit libéraux soit conservateurs. Résultat, les jeunes ont consacré environ 2 tiers de temps en plus aux articles en accord avec leur opinion qu'à ceux qui ne leur correspondent pas. Quand on sait cela et que l'on souhaite maintenir les gens le plus longtemps possible en ligne, on conçoit des algorithmes qui choisissent des contenus qui caressent les internautes dans le sens du poil. Le cinquième biais est l'effet des comparaisons et des récompenses. Imaginez-vous publier une photo sur Facebook ou Instagram et que personne ne like la photo, c'est-à-dire que personne ne l'aime. Et inversement, une image de nous suscite une foule d'avis positifs qui va creuser un fort sentiment de bien-être. Cette quête d'un miroir positif de soi est un moteur essentiel de l'activité sur les réseaux sociaux et va nous pousser à y passer du temps pour éviter de chuter en matière d'estime et de popularité. C'est en 2016 la psychologue Lauren Sherman et ses collègues qui ont voulu détailler la dynamique de ce processus d'auto-valorisation. Pour cela, ils ont présenté à des volontaires des photos de leur propre compte Instagram, photos auxquelles ils ont contribué soit peu de likes, soit beaucoup. Le tout en enregistrant l'activité cérébrale des sujets. Ils se sont alors vite aperçus que les photos les plus populaires, donc ayant eu beaucoup de likes, ont provoqué chez les participants une activité plus intense dans le système cérébral de la récompense, en particulier dans le noyau accumbin et leur striatum ventral, en comparaison avec les photos ayant reçu peu de likes. Apparemment, les likes agissent donc comme une récompense et ont des effets précis sur notre comportement. Voilà pourquoi, selon Sherman et ses collègues, nous préférons utiliser des applications présentant ce type de retour d'informations et pourquoi nous passons beaucoup de temps dessus. Dans le même ordre d'idées, en 2017, Montag et ses collègues ont analysé le comportement d'utilisateurs de Facebook pendant 5 semaines en le corrélant au volume de substances grises de leur noyau accumbin. Les résultats ont montré qu'une quantité moindre de substances grises dans cette région cérébrale était associée à des visites plus fréquentes de la page Facebook. Les neurologues ont déjà établi un lien entre une réduction de volume du noyau accumbin et diverses dépendances liées à des substances comme l'alcool et l'héroïne. On ignore toutefois si c'est l'addiction elle-même qui provoque le rétrécissement de ce noyau ou si c'est le fait que cette région soit plus petite qui rend les sujets plus sensibles aux drogues et donc à Facebook. D'ailleurs, les likes ne présentent pas seulement des récompenses personnelles, ils fournissent également des informations importantes sur notre statut social, car le nombre de pouces levés sur nos publications en ligne est très facile à voir, par tout le monde d'ailleurs, et à comparer avec celui des autres. Si je constate que mes posts provoquent moins de réactions enthousiastes que ceux de mes amis, je peux développer un sentiment d'insécurité, voire de l'envie ou de la honte. Ce genre d'indication sur notre propre statut social dans un réseau, quel qu'il soit, nous est en général très précieux car, en tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin de nous sentir appartenir à des groupes et d'y être reconnus. Par conséquent, de nombreuses personnes investissent des quantités impressionnantes de temps et d'énergie pour réussir sur leurs réseaux sociaux et pour se sentir aimés. De sorte que ces récompenses attendues et les comparaisons qui en découlent, pour obtenir le plus de likes possible, augmentent le temps d'utilisation des applications et des services de messagerie. Et enfin, le sixième biais est l'effet Zeigarnik. C'est la dernière astuce qui est utilisée par les concepteurs de médias sociaux. L'effet Zeigarnik ou encore la tendance à mieux se souvenir d'une tâche qu'on a réalisée si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherchait à la terminer. Amélie Gessler nous dit que la psychologue italienne au début du XXe siècle, Bluma Zeigarnik, a mené des recherches sur les processus de mémorisation de l'université de Berlin. Et c'est en 1927 qu'elle a en fait une découverte étonnante. Dans ces tests, les sujets se rappelaient souvent beaucoup mieux les tâches au cours desquelles ils avaient été interrompus que celles qu'ils avaient terminées. La collègue de Zeigarnik, Maria Rickers, a par ailleurs observé que de nombreux sujets se souvenaient non seulement des tâches ayant subi une interruption à la fois plus brutale et plus prolongée que des tâches achevées, mais qui souhaitaient également terminer ces tâches interrompues, même sans y être incités, y compris par de l'argent. L'interruption à elle seule suffit donc apparemment à créer une sorte d'état de tension que seule l'exécution complète de la tâche permet d'atténuer. Ce sont là des mécanismes très utilisés dans les jeux en ligne, comme par exemple Candy Crush. Le joueur dispose initialement de 5 vies et doit franchir différents niveaux de difficulté croissante. Sauf que s'il perd une vie, le jeu s'interrompt et il doit attendre longtemps avant de pouvoir recommencer. Une situation très angoissante pour beaucoup d'utilisateurs. Donc pour continuer rapidement à jouer, on doit payer, ce que souvent l'on fait de bon gré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retirer ?
Comme le dit Christian Montag, malgré les effets néfastes d'une utilisation excessive des téléphones, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux répondent à un besoin humain important, celui de créer des liens et de partager avec autrui, au-delà du temps et de l'espace. Lors de la pandémie du coronavirus, tout cela a pris plus d'importance encore, quand ce n'est pas devenu presque vital pour certaines personnes isolées. Mais il est indispensable de débattre aujourd'hui d'une utilisation saine de ces médias. Est-il éthique de surveiller les données des utilisateurs afin qu'ils restent en ligne plus longtemps? Comment reconnaître et prévenir la dépendance? Comment aider les gens à utiliser au mieux les services en ligne sans y passer trop de temps? De nombreuses recherches dans ce domaine sont encore nécessaires, nous dit Amélie Gessler. Au final, c'est à chacun de décider du temps qu'il passe sur son téléphone. Montag recommande déjà de réduire considérablement le temps passé à le regarder négligemment, sans vraiment prêter attention à ce qu'on y fait ou parce qu'on a été sollicité par une alerte ou une notification. Par exemple, il est possible de programmer une minuterie qui limite le temps d'utilisation d'une appli donnée ou encore d'activer un symbole d'absence qui indique aux autres utilisateurs les moments où l'on n'est pas disponible. Selon Montag, toute personne ayant besoin d'un environnement calme pour apprendre ou travailler de façon productive ou simplement d'un temps de repos de sommeil devrait se déconnecter des réseaux. Merci à vous et à très bientôt.